Alors que la campagne ONU Femmes 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes se termine, dans Lady vous écoute, nous posons une bien grande question, les politiques face aux défis du genre. Et justement, sur le plateau, nous avons deux invités dont le profil permet de nous vautrer dans cette question-là. Je vais, monsieur, commencer par vous présenter. Vous êtes le seul homme sur le plateau. Honneur à vous. Vous êtes monsieur Georges Aloula. Bonjour. Bonjour, Lady. Vous êtes candidat aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, mais vous êtes surtout le président du mouvement de l'unité congolaise, c'est unique. C'est cela. Avec nous, Blandine Diafouta. Bonjour, madame. Bonjour, Lady. Vous êtes secrétaire générale du RCK, mais aussi présidente de la souveraineté panafricaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, il y a en face de vous un monsieur qui veut devenir président de la République dans votre pays. Cela vous parle ? Tout à fait. Je connais très bien M. Georges Aloula, qui a été un de nos partenaires dans notre démarche justement pour le changement, pour la bonne gouvernance, pour l'alternance politique au niveau de la République démocratique du Congo. Donc sa présence ici me surprend, mais m'enchante. Vous êtes donc en train de nous dire que c'est un homme comme il faut quand on parle des questions du genre ? Toutes les femmes du monde vous regardent, madame. Oui, c'est pour cela que je prends le temps de réfléchir. Je ne dirais pas que c'est l'homme parfait, mais il a des atouts. Alors, monsieur, vous avez la parole. La question telle que nous l'avons posée, cela vous interpelle-t-il aussi ? Ça m'interpelle au plus haut niveau parce que j'ai moi-même vécu une expérience personnelle, la guerre en 64 à Kisangani, où je suis resté avec maman. Papa est tué dans la guerre. Et donc, j'ai vécu beaucoup avec ma mère et je suis, je dirais, l'enfant de ma mère. Et la situation de la femme, comme je suis moi-même père de 3 filles, la situation de la femme me préoccupe particulièrement et la situation de la femme à l'est de la République du Congo justifie la guerre que j'ai menée depuis les États-Unis. Et les livres que j'ai écrits, le sexe utilisé comme arme de guerre, les génocides économiques ignorés en République démocratique du Congo, où la femme est victimisée, contaminé par le sida pour qu'il ne puisse plus se reproduire, avec son appareil totalement mutilé. Donc j'ai porté ce flambeau, ce combat à partir des États-Unis en écrivant un livre en anglais pour que le monde puisse être au courant de ce qui s'est passé. Alors, est-ce que nous n'allons pas seulement parler de votre candidature à ces élections-là, mais on ne peut pas en faire l'économie. Est-ce que devenir président de la République démocratique du Congo aujourd'hui, alors qu'il y a cette situation-là, notamment celle des femmes violées à l'est du Congo, est-ce que ça n'est pas un cadeau empoisonné pour vous ? Non, ce n'est pas un cadeau empoisonné. On a travaillé, on propose un leadership alternatif à la situation que nous avons ici. Je dirais que le Congo, la RDC a une chance, c'est qu'une première génération d'Africains ont vécu plusieurs décennies en Europe, baignés dans l'éducation avec la culture démocratique que nous connaissons et surtout avec des expériences qui m'ont permis de mettre un programme de 140 milliards en place pour la reconstruction de notre pays. Donc les femmes ne peuvent pas rester derrière dans un tel programme qui passe par la sécurisation du pays. C'est tout à fait très important que les pays soient sécurisés pour que les femmes ne puissent plus être violées à volonté et aussi avoir... vous savez, les chocs, quand je suis sur le plateau, ce qui bouleverse ma vie, c'est qu'un enfant de 4, 5, 6 ans, une fille dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on peut faire un projet personnel, même si on a beaucoup... Mais si vous-même, vous êtes passé par là, vous allez dire non, là, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Donc, une fille ne peut pas être une prostituée à l'âge de 9 ans. Ça se passe en République démocratique du Congo. Déjà qu'une personne dans la prostitution, malgré elle, c'est déjà un grave préjudice, pire encore quand c'est une enfant. Madame, vous avez la parole. Quelles sont vos attentes aujourd'hui quand il y a cette réalité-là? Il est vrai qu'il ne s'agit pas de rester seulement sur la situation du Congo, car il est des femmes à l'extérieur du Congo, dans d'autres situations encore, qui n'en sont pas moins victimes de violences conjugales, de violences au travail, de harcèlement sexuel et toutes sortes de violences. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message? Alors, le message, je vais faire passer au niveau donc, de la souveraineté panafricaine, puisque je suis récemment élue donc, présidente de ce collectif. C'est qu'effectivement, en Afrique, le problème de la femme touche tout d'abord, comme j'ai entendu une de mes prédécesseurs le dire, touche d'abord l'alternance politique. Pour qu'une femme se sente sécurisée, ça commence déjà à la base, c'est-à-dire dans son foyer, dans sa maison par ses parents et par la suite dans sa maison avec son mari. Mais au-delà de cela, il y a la sécurité de l'État. C'est-à-dire qu'il faut une gouvernance qui permet qu'une personne se sente
en sécurité. Et ce n'est pas le cas dans bon nombre de pays africains. Mais est-ce que vous pensez que ce sont les chefs d'État qui vont prendre la chicotte à la main et aller sermonner monsieur un tel qui a battu sa femme, un tel jeune homme qui a violé une jeune fille? N'est-ce pas de la responsabilité individuelle de chacun, indépendamment de l'État? C'est une responsabilité individuelle, mais s'il n'y a pas les lois qui suivent derrière pour sévir, pour punir, pour réprimander, pour montrer à cette personne-là qu'effectivement cet acte que vous faites est un acte délictuel, cette personne-là ne restera dans ses acquis. Donc il faut effectivement des institutions fortes, mais il faut une juridiction qui soit forte et qui soit surtout appliquée. Puisqu'on ne va pas dire que dans les pays africains, il n'y a pas de justice. Non, il y a de la justice, il y a des hommes, des magistrats, il y a des avocats, mais la problématique, c'est que ces lois qui sont mises en place ne sont pas du tout appliquées. Alors, imaginons, soyons pessimistes jusqu'au bout, imaginons que les États ne changent pas. Cependant, il faut bien que la situation des catégories vulnérables puisse... Y a-t-il des perspectives? Est-on enfermé dans un schéma qui dit que tant que c'est un tel président qui est encore là, rien ne changera jamais? Ou peut-on espérer quoi que ce soit en attendant? C'est pour ça que nous, justement, au niveau du RCK, on entend faire porter justement la douleur de ces femmes, aussi bien des femmes violées comme en République démocratique du Congo, que des femmes maltraitées au sein de leur foyer conjugal, par les manifestations. On a fait énormément de manifestations pour faire interpeller les pouvoirs politiques, non seulement politiques ici en France, puisque nous avons l'occasion de le faire en France, mais également les pouvoirs politiques en Afrique. Nous avons eu récemment le sommet de la COP 21, où il y a eu une réunion d'énormément de chefs politiques du monde, et on a fait encore interpeller ces personnes-là en disant voilà, il faut un moment que ça change. Mais nous sommes acteurs. Nous n'attendons pas que ce soit eux qui viennent vers nous et qui changent les choses. C'est à nous d'aller vers eux et de leur dire vous avez des responsabilités, vous avez endossé la carrure du responsable, du chef d'État, c'est à vous de mettre en application cela. Mais contrairement à cela, si eux ne le font pas, nous avons d'autres méthodes qui font, puisque nous avons des ONG sur place dans certains pays africains, qui permettent effectivement de mettre en place un moyen d'éducation, d'information, en passant par l'information et par la sensibilisation de la population. Et ça, bien sûr, ça commence au bas niveau, comme l'a dit tout à l'heure M. Alula. Une enfant de 9 ans en prostitution, ça ne se fait pas. Alors, Monsieur Alula, et parlons du programme politique qui serait le vôtre par rapport à la question du genre, une question dont on dit qu'elle doit demeurer transversale. Concrètement, sans que ce soit des promesses électorales, vraiment, que feriez-vous? Non, je préfère commencer par donner un rêve dans ce que je vais dire. Pourquoi tout commence par un rêve. Quand on rêve au fin qu'il y a des cauchemars, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut se réveiller, donc. Il faut se réveiller. Mais la situation, elle est simple. Moi, aujourd'hui, je suis père de famille. J'ai élevé des garçons et des filles. Mais en les mettant dans l'éducation, on se rend compte que les filles performent mieux un peu plus que les garçons. Et donc, ces filles-là sont la force sur laquelle nous allons compter demain, au lieu de les écarter ou de les laisser de côté, comme on l'a fait jusqu'à un certain niveau. J'ai entendu des femmes dire « on nous a chosifiés ». OK. Sur le plan continental, je dirais comment apporter des solutions pour que les femmes ne soient plus chosifiées. Mais je viens d'un pays où la situation est beaucoup plus grave. On a parlé de ces génocides dont les premières victimes au premier rang sont des femmes. Alors, dans notre temps, les hommes en pâtissent aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord apporter ces solutions. On parle de leadership, c'est obligatoire qu'il y ait un nouveau leadership. C'est ça la démocratie, il faut qu'il y ait une alternance au niveau du pouvoir. Une fois qu'on a cette alternance, en mettant la paix dans les pays, en donnant chance égale aux filles et aux garçons à travers l'éducation, derrière, moi je prends un exemple simple, je sais que vous avez parlé de l'agriculture tout à l'heure, allez goûter les pili-pili que nous utilisons, les piments. Les piments faits par les mamans congolaises, ça a un goût que nous souhaiterons trouver dans les supermarchés à travers le monde. Il y a beaucoup de produits agricoles, on ne nous a pas éduqués dans l'esprit du business. La situation de l'Afrique... C'est l'Américain en vous qui se réveille. Allez-y. L'école doit nous apprendre qu'une banane plus une autre banane, ça fait 2 bananes. 1 plus 1 égale 2, c'est virtuel. Et une banane plus 2 bananes, ça fait 2 bananes. Et ça fait bien plus que si on n'en avait qu'une seule. Oui, donc et là, en termes didactiques, on apprend aux enfants comment on crée les richesses. Regardez, madame, tout ce qui a comme homme riche aujourd'hui. C'est à partir de la tête. Facebook, Google, Microsoft, tout ça, c'est de la pensée. Et rien n'empêche que les jeunes Africains aujourd'hui qui sont en train de faire des applications pour les téléphones portables, etc., je pense que la place
de la femme dans l'Afrique, elle est avec des exemples comme on a déjà eu des femmes chefs d'État qui montrent les chemins que maintenant les meilleurs prennent la place. Et il n'y a pas... notre souci, c'est pouvoir gérer ces situations en fonction des éléments nécessaires que nous pourrions avoir pour mesurer qui est la bonne personne qui peut faire ça. Dans les situations globales où on a un problème de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes sociaux, on va donner des allocations familiales chez nous aux femmes parce que nos familles sont coupées en morceaux. Les enfants sont dans la rue. On va dire à chaque femme qui ne sait plus où se trouve son enfant avec les tests ADN, on retrouve votre enfant puisqu'on va les identifier tous. On reconstitue les familles. On dit, les premiers enfants, vous avez 25 $, 25 €, le deuxième 32, le troisième 35, 45 jusqu'à la moitié du SMIC. Et puis, allocation de logement. C'est très important pour que la famille puisse savoir où habiter. Et nos handicapés, on ne va pas les laisser de côté puisque l'handicap, c'est une question de solidarité nationale où il faut prendre soin sur le plan social de nos handicapés. Tout ça est faisable et chiffré. Ce n'est pas des rêves comme ça. Moi, je suis un ancien cadre de grandes multinationales. C'est ce que j'allais dire, c'est l'entrepreneur en vous qui ne sommeille jamais. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que vous avez quand même inventé un pare-soleil breveté. Ça n'est pas rien. Madame, est-ce que quelque part, la femme que vous êtes cette fois-ci à titre individuel et non pas au nom du collectif que vous représentez, cela ne vous embarrasse-t-il pas qu'il faille que... ou plutôt, cela ne vous embarrasse-t-il pas que le combat, la situation des femmes soit prise en otage, soit hypothéquée par une réalité politique? Ne faut-il pas, à un moment ou à un autre, monter au filet quand même et imaginer, inventer des solutions qui fonctionnent en attendant qu'il fasse beau politiquement, tout simplement? Tout à fait. Donc, effectivement, le rôle de la femme aujourd'hui, c'est un rôle qui est très important. Et le fait qu'on prenne la femme comme un objet, comme comment dire, un paravent pour toutes on va dire, tous les massacres, toutes les âneries, on va dire, politiques qu'il y a aujourd'hui dans ce monde, ça m'écoeure. Ça m'écoeure, ça me révolte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis militante jusqu'au bout des doigts, comme on dit, parce que ça me révolte. Je me dis qu'aujourd'hui, la femme devrait avoir une place innée, comme l'a conçu le bon Dieu. Comme le bon Dieu l'a dit, la femme, elle est là, c'est une femme, c'est une personne à part entière qu'on doit protéger. La femme n'est pas une chose pour laquelle, ou quand on a besoin, on la met à droite, quand on n'a plus besoin, on la met à gauche, et ainsi de suite. Non, la femme est une personne à part entière. Et sur ce point-là, je reviendrai sur le fait que, oui, il y a beaucoup de femmes, notamment à l'est du Congo, à l'est, à Bukavu et à Kivu, beaucoup de femmes qui ont entrepris et dans l'agriculture et dans l'artisanat, beaucoup qui ont fait des sculptures et qui ont permis à ce qu'effectivement ces cultures-là, des associations que nous avons pu financer, pour les envoyer par ici en Europe et pouvoir les vendre pour qu'elles puissent effectivement être autonomes. La base de la réussite de la femme, c'est l'autonomie. Et cette autonomie-là, elles peuvent se le créer toutes seules, mais si derrière, elles n'ont pas un suivi, elles n'ont pas un maintien qui permette justement à cette autonomie de se développer, elles retomberont au même niveau. Et on rebondira toujours sur les politiques. Alors, quel regard portez-vous sur des implications comme la campagne ONU Femmes 16 jours contre les violences faites aux filles et aux femmes? Est-ce que cela vous interpelle? Est-ce que cela, finalement, devient banal parce qu'il faut bien que les institutions fassent quelque chose à une date anniversaire? Et est-ce que ne restez-vous pas vous-même trop centré seulement sur les femmes, la situation des femmes à l'est du Congo? Ouvrez-vous votre regard sur les autres femmes du monde? Parce que finalement, dans leur quotidien, même très loin de l'est du Congo, une femme qui subit des violences a besoin d'autant d'accompagnement que les autres. Les autres, tout à fait. Mais écoutez, je vous rejoins tout à fait quand vous dites que ça devient effectivement banal. Chaque année, on célèbre une date commémorative pour parler des violences faites aux femmes, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui change définitivement, puisqu'effectivement, toutes ces personnes qui se réunissent chaque année, tous les moyens qui sont mis en place chaque année pour organiser ces manifestations, si c'était réellement implanté, réimplanté, réinvesti à l'intérieur des pays problématiques qui sont le plus touchés par ces problèmes de violences faites aux femmes, mais on n'aurait pas besoin de faire des congrès.
Pourquoi aujourd'hui, chaque année, on met la femme en avant? Ce que je disais tout à l'heure, de la déplacer à droite et à gauche quand on veut, prétexter que parce que la femme... La question n'est-elle pas à la décharge des hommes? La question n'est-elle pas que font les femmes elles-mêmes? Parce que le tout n'est pas que de demander protection. Il est les femmes fortes, on n'a plus besoin de le prouver. Que font-elles? Comment se mobilisent-elles elles-mêmes? Les femmes se mobilisent énormément, notamment au sein de notre collectif. Comme je disais tout à l'heure, les femmes se mobilisent énormément. Nous avons beaucoup d'actions faites par les femmes. Aujourd'hui, si la violence faite aux femmes est en avant, c'est parce que la femme a dit non. La femme, à un moment donné, elle a dit je ne dis plus que non. Quelles sont les actions concrètes que vous menez? Je vais parler là des femmes que vous avez évoquées dans votre collectif. Quelles sont les actions concrètes que vous menez en dehors de descendre dans la rue, faire des revendications, mais vraiment des actions qui changent le quotidien et améliore le quotidien déjà des femmes de la diaspora qui sont ici, toute la diaspora africaine cette fois-ci. Oui, j'ai bien compris quand nous parlions de la diaspora africaine et non pas de la diaspora congolaise. Effectivement, au niveau de la diaspora africaine, ce que nous faisons, c'est que nous avons créé donc un collectif de femmes, notamment les femmes commandos, avec lesquelles nous travaillons en partenariat avec ce collectif, et on entend donc instaurer donc une éducation de base. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'éducation de nos filles. Toutes les filles qui sont issues de l'Afrique, c'est-à-dire des parents immigrés, on va dire, entre guillemets, ou réfugiés, toutes ces filles-là doivent avoir une connaissance de leurs valeurs. De leurs valeurs physiques, mais également de leurs valeurs intellectuelles. Soyons concrets. L'éducation, l'école est obligatoire en France. Donc, qu'est-ce que vous apportez en plus et de quelle manière? L'école est obligatoire en France, nous sommes d'accord avec vous, mais à l'école, on ne nous apprend pas forcément tout ce qu'il faut sur la condition de la femme. Il y a une discrimination qui est déjà instaurée au niveau de l'éducation nationale. Et cette discrimination, elle est visible, surtout aujourd'hui. Quand on parle par exemple, je vais toucher un point peut-être qui est assez fâchant, la religion. Aujourd'hui, quand on parle du voile, on ne parle pas de l'homme, on parle de la femme. Donc c'est déjà discriminatoire. Que le fait de porter le voile soit péjoratif ou autre, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas là que je me base, mais sur le fait qu'on parle encore de la femme. On discrimine encore la femme. Mais quand on n'en parle pas, lorsqu'on ne parle pas de la femme, on s'en plaint. Quand on en parle, on s'en plaint. Il faut peut-être quand même aussi il faudrait parler de la femme. Effectivement, il faut en parler tout le temps de la femme. Moi, je suis une femme et j'aimerais qu'on parle de moi à tout bout de champ. Mais il faudrait parler de moi pour mon intérêt. Il ne faudrait pas parler de la femme pour l'intérêt. Voilà, l'instrumentaliser. Alors, tout de même, dites-nous, quelles sont les actions donc, concrètes que vous menez quand vous parlez de nous avons fait, donc, nous sommes dans le cadre des manifestations et dans le cadre des manifestations et de la sensibilisation à la population. Nous avons fait au mois de juin, du 19 au 30 juin, une marche de 12 jours sur l'ensemble de l'Île-de-France. Nous avons fait du porte-à-porte ambulant pour sensibiliser toute la communauté, on va dire, européenne, française, puisqu'en France, il n'y a pas que des Français. Il y a une immensité de nationalités. Et nous avons fait ce porte-à-porte pour sensibiliser sur la violence faite aux femmes et sur le viol utilisé comme arme de guerre. Pour montrer effectivement... Mais alors justement, pardonnez-moi madame si je vous interromps, parce que autant le viol arme de guerre est très grave, mais malheureusement très loin de leur réalité, puisque vous avez opéré en Europe, autant la violence domestique, conjugale est une immédiateté, une réalité qu'on ne peut pas sais bien, c'est justement pour montrer justement cette différence, pour montrer qu'effectivement, ici en Europe, nous avons une violence faite aux femmes qui est, je veux dire, à la limite tolérée quand elle est tue, elle est à la limite tolérée, mais qu'il y a en parallèle des lois qui permettent de sévir, de punir les criminels de ces actes. Or, en Afrique, alors que le viol comme arme de guerre est une chose atroce, c'est abominable de violer une femme avec une baïonnette, de lui... Tout viol est atroce, madame. Tout viol est atroce, ça je le conçois. Le fait d'avoir un rapport sexuel, si on peut l'appeler ainsi, non consenti, est déjà un viol, même si c'est intériorisé, même si ce n'est que c'est psychologique, mais c'est atroce. Ça, je le conçois tout à fait. Mais le fait, en plus, d'être mutilé, d'avoir sa matrice complètement détruite, de ne plus pouvoir enfanter, puisque vous savez que la femme, toute femme, dans son désir le plus profond, dans son rêve le plus profond, c'est de pouvoir donner naissance. Et ne plus pouvoir donner naissance, c'est un traumatisme encore plus, je veux dire, au-delà même de l'acte physique que peut avoir la femme. Et par rapport à nos actions, on passe sur la sensibilisation. Notre rôle, c'est de sensibiliser. Et effectivement, de toucher les politiques au plus bas niveau, plus haut niveau, au plus bas niveau, notamment les politiques africains, et d'appuyer des candidats ou d'appuyer des personnes intègres. Tout à l'heure, nous parlions des hommes forts et des institutions fortes. Les institutions fortes ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas d'hommes et de femmes intègres. Alors, monsieur Aloula, bien évidemment, vous pouvez réagir à cela, mais j'ai juste envie de demander à l'inventeur que vous êtes d'inventer quelque chose qui fasse que les hommes ne violent plus, quoi. Enfin, je ne sais pas, peut-être avez-vous déjà pensé à cela. C'est peut-être mièvre de ma part, mais bon, vous avez parlé de rêve tout à l'heure, allons-y, franchement, rêvons. Ce que je viens d'aimer sur le dernier point de votre échange, c'était de donner une certaine définition au viol. La situation, tout viol est condamnable.
mais lorsqu'on viole et on détruit l'appareil génital de la femme, c'est un génocide. Au Congo, on ne parle pas de génocide. Si tout le monde parlait que le Congo est en train de vivre un génocide et que ça passe par déplacer les enfants, enrôler les enfants dans l'armée, donner de l'eau non potable à la population, pas d'électricité, tuer les gens comme on tue, 425 personnes meurent, on trouve un charnier, on ne connaît pas les responsabilités. J'avais, moi, je devais montrer les photos de femmes violées à une congressman, femme, aux États-Unis, avec son jeune collaborateur. Attention à votre micro, oui. Et en montrant ces photos d'une femme que je ne peux pas donner l'image, à cette dame, je lui dis, mais avec tout le respect que je vous dois, si je ne vous montre pas cette photo, vous ne sauriez pas de quoi je parle. Parce que vous ne pourrez pas vous imaginer la gravité de la situation. Oui. Donc, ça nous a amené à chercher à donner deux sortes de définitions au viol que je viens de décrire. Un viol pathétique qu'on trouve dans le monde entier, oui, qui n'est pas seulement mais le viol limité. Les viols avec mutilation, ça, en RDC ou dans les zones de combat, c'est inadmissible. Un génocide, donc. C'est un génocide. Alors, quand on regarde la situation, je parlais de cadeaux empoisonnés tout à l'heure. A-t-on encore envie d'être candidat et puis élu président de la République au Congo pour faire face à des situations qui, aujourd'hui, se présentent comme étant inextricables? Non pas que des gens comme vous ne le veuillent pas, mais par où commencer? Y a-t-il une solution? Et c'est quoi vraiment la solution? Et surtout, comment la mettre en place? Parce que s'il fallait juste claquer des doigts, cela se saurait. C'est une femme qui m'a interpellé à Kinshasa en 2003, 20 ans d'absence en Afrique. Je suis allé enterrer ma tantine. Elle me dit, papa, prends tes responsabilités. Je dis, de quoi? Il dit, mais il faut diriger ce pays. Je dis, mais attends, qui t'a dit que j'étais politicien? Il me dit, ceux qui font la politique sont nés comme toi. Pour ne pas être vulgaire, je me suis arrêté. Ça demande de la préparation. Ça fait pratiquement 12 ans que je suis dans cette préparation pour apporter une solution. Si je parle d'industrie automobile, j'ai rencontré les gens de l'industrie automobile qui sont prêts à venir financer chez nous. Je ne vais pas me dévier, je vais revenir sur une situation qui est beaucoup plus liée à la situation de la femme, qui passe par la sécurité, la sécurisation du pays. Une fois qu'on sécurise le pays et qu'on nettoie tous les groupes armés, je dis bien tous les groupes armés dans notre pays, on réforme notre armée, notre police, on la dote des instruments scientifiques qui puissent déterminer la personne qui vient de violer une femme, son DNA, l'afficher, l'isoler. ADN, pour ceux qui ne parlent pas anglais. L'ADN. Donc, tout ça c'est préparé, madame. Il n'y aura pas d'apprentissage. Mais comment feriez-vous face aux enjeux dont on ne parle pas depuis tout à l'heure, mais dont on sait bien, l'ancrage, les ressources minières et d'autres choses encore qui ne sont pas seulement... La première des choses, c'est que c'était à nous de prendre le sens de responsabilité, que nous sommes les fournisseurs de matières premières à l'industrie de pointe dans le monde. Les téléphones portables. Vous avez deux beaux téléphones portables d'ailleurs, monsieur. Donc ça, c'est nous qui les fournissons. Et si nous ne prenons pas conscience que ça, c'est indispensable pour nous tous, et que dans toutes les phases que nous avons vécues, la colonisation, l'exploitation, aujourd'hui, ces guerres qu'on nous a mis, qu'on le remet quand on veut en RDC, on s'est dit, ben écoutez, oh la main, ben écoute, on peut partager cette richesse, partager, excusez-moi les termes, une émission de 25 minutes, on ne peut pas tout expliquer, mais dit, vous êtes nos partenaires, vous vous battez pour accéder, nous voulons que vous veniez pour construire le pont, vous venez pour nous faire l'électricité participative et tout le monde a apprécié parce que lorsque vous prenez la Russie et les États-Unis et vous dites vous faites les gaz, vous faites les courants, ah bon, ça on est d'accord. Donc mettre tout le monde d'accord. Il y a donc une solution unici possible. Madame, nous sommes en train de finir. Ne pensez-vous pas que parfois les engagements de femmes en faveur des autres femmes soient pris en otage par une démarche généraliste, par exemple un collectif tel que celui auquel vous appartenez, qui a priori le même objectif, mais quelque part, c'est souvent une affaire d'hommes. Je voudrais là ne pas oublier qu'il y a un monsieur dans les coulisses qui ne manquait pas de venir vous dire comment il faut se tenir et ce qu'il ne faut pas dire et ceci et cela. Véritablement, mais plus sérieusement, souvent c'est cela, les femmes ont des préoccupations. Est-ce que si tous les hommes s'engageaient en faveur de moi, je viens vous demander si Jeanne d'Arc, c'était un homme. Oui, mais après Jeanne d'Arc, combien y en a-t-il eu? Je vais vous en citer, nous avons l'équipe Avita, il y en a énormément. Combien en a-t-il eu? Il y en a
énormément. Nous avons des Angela Davis, nous avons plusieurs femmes qui se sont engagées comme ça, qui n'ont pas forcément été poussées par des hommes ou qui ne sont pas forcément encadrées par des hommes. Au contraire, moi aujourd'hui, je suis élue présidente de la souveraineté panafricaine. Je suis élue dans un cadre où nous sommes 3-4 femmes dans cette souveraineté panafricaine et la majorité sont des hommes. C'est eux qui nous ont portés. C'est eux qui ont porté ma candidature. Je ne suis même pas présentée pour cette candidature. Et les femmes dans tout C'est-à-dire cela. qu'aujourd'hui, les femmes dans tout ça, elles sont conscientes que c'est à nous de prendre les choses en main. Si les femmes avaient porté votre candidature sans que les hommes adhèrent à cela, est-ce que l'issue aurait été la même d'après vous? Mais les femmes, de toute façon, les femmes ont adhéré, puisqu'effectivement, c'était déjà dans leur pensée. Non, mais adhérer, c'est une chose. Porter, c'est quand même beaucoup plus elles ont adhéré et porté. dynamique. Non, elles ont également porté. Quand je dis adhérer, c'est pour reprendre vos propos, excusez-moi, mais pour prendre un exemple concret, ma nomination, elle a été portée aussi bien par les hommes que par les femmes, puisque j'ai eu un vote parce que j'ai cru entendre à l'unanimité. Mais je disais, que n'eût été ces hommes-là, vous ne seriez pas... Je reprenais votre question, je répondais à votre question quand vous dites qu'une femme qui se lève pour la cause des femmes ne peut pas le faire si elle n'est pas encadrée par des hommes. Non. Une femme qui se lève aujourd'hui, je me lève parce que je suis une femme et parce que ce qu'on fait à une femme me concerne directement. Ce qu'on fait à un enfant me concerne directement. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me le dire ou pour me pousser dehors pour le faire. Voilà qui est clair. Monsieur Aloula, vous avez le mot de la fin. Le mot de la fin, je voulais vous dire une chose. On est en train, les thématiques que nous avons développées, et surtout la question du genre, je voudrais rappeler à tout le monde qu'aucun enfant n'a jamais accepté qu'on insulte sa mère. Et généralement, nous faisons la bagarre pour ça. Et je me souviens qu'à peine que nous avions perdu notre mère, un jour au football, quelqu'un insulte notre mère, on a commencé une bagarre, et puis le monsieur, l'ami, nous arrête, il dit... Est-ce que je savais que votre mère était morte? Ça a tout changé dans mon comportement. Mais je voulais juste souligner que, vraiment, franchement, la femme, nous, on la défend. C'est un homme qui ne défend pas les femmes ou qui laisse les femmes se faire violenter de la manière à laquelle ça se passe, ben, sa place n'est pas parmi nous. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions. On voudrait donc demander à ceux qui violent de se souvenir des petits garçons qu'ils ont été. Peut-être que ça change la donne. Merci beaucoup. Merci et à très vous. bonne continuation à chacun. À demain. À demain. Merci, à demain.